Bien, bonjour à tous et bienvenue à cette 24e table ronde, la 24e heure, dont le titre « Préserver notre souveraineté et collaborer à l'international » peut sembler de prime abord une oxymore. Donc on va essayer d'éclairer, disons, cette question avec les intervenants de la table ronde. Pour donner quelques mots d'introduction, l'enjeu climatique est mondial, une partie de la solution est européenne et l'exemplarité est nationale. Finalement, ce qu'on peut retenir de la lutte contre le changement climatique, c'est que les choix, les actions d'un État peuvent avoir des impacts sur un ou plusieurs autres. C'est notamment vrai en ce qui concerne la question climatique, et il faut néanmoins une réponse mondiale, concrète et concertée. La question, c'est maintenant comment l'apporter. Et ensuite, si on regarde les liens entre souveraineté nationale et climat, ce que nous a peut-être appris la crise de la Covid, mais je laisserai évidemment les intervenants me contredire le cas échéant, c'est qu'on a un besoin de résilience. Et même en cas de choc climatique, on pourra avoir un besoin de résilience. Et là, il peut y avoir peut-être deux visions un petit peu différentes. Résilience peut vouloir dire on relocalise, on essaye de relocaliser au maximum les productions chez nous, ou à contrario, pour éviter d'avoir un choc climatique, on peut vouloir s'ouvrir au maximum à l'international afin de réduire les risques qui peuvent peser sur certains éléments de la chaîne de valeur. Donc finalement, quelle est la bonne stratégie là-dedans? Vaste question que nous allons essayer à laquelle nous allons essayer de répondre. Si on relocalise certaines productions, il va y avoir des impacts sur l'empreinte carbone de la France, alors qu'on cherche à réduire les émissions de gaz à effet de serre, on cherche également à réduire l'empreinte. On a désormais, avec la loi énergie-climat, une définition de l'empreinte carbone. L'obligation, comme ça avait été demandé dans le cadre du dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, institution dont je suis membre, l'obligation d'indiquer un plafond indicatif d'émissions au sein de la stratégie nationale bas carbone. Et enfin, si on parle d'empreinte carbone, derrière, il y a bien évidemment la question de l'ajustement aux frontières, la taxe carbone aux frontières et de la compétitivité des entreprises. Et puis, si je déroule la plotte, quand on parle compétitivité des entreprises, libre-échange le cas échéant, comment encadre-t-on les échanges? Et ça pose évidemment la question des traités, des accords commerciaux. Quel est leur avenir dans un monde, dans une France qui va être neutre en carbone, du moins on peut l'espérer. Donc voilà, je vous ai fait une introduction un petit peu impressionniste, avec différents éléments que je souhaiterais que les uns et les autres abordent. Je me ferai un malin plaisir, après les introductions, les propos introductifs de chacun, d'essayer d'animer le débat et d'essayer de ramener, disons, ces éléments dans le débat. Mais je vais avant ça présenter très brièvement les 4 intervenants qui vont se succéder par ordre d'entrée en scène. Nous aurons d'abord Samuel Leray, responsable plaidoyer au sein de la Fondation Nicolas Hulot. Nous aurons ensuite Yann Laurence, directeur du programme Biodiversité et écosystèmes à l'IDRI. Le troisième intervenant sera Gilles Vermaux-Desroches de Schneider Electric. Et enfin, nous laisserons la parole à Roland Lescure, député des Français de l'étranger et par ailleurs président de la Commission des affaires économiques. J'ai trop parlé et je laisse la parole à Samuel pour quelques minutes. Oui, bonjour à tous. Nous, à la Fondation Nicolas Hulot, ça fait un petit moment qu'on travaille sur la question des échanges, parce que l'empreinte carbone des Français, c'est en gros la moitié des émissions qui sont produites en France et l'autre moitié qui vient, ce qu'on appelle nos émissions importées. Donc, vouloir travailler pour baisser l'empreinte carbone de la France, on ne peut pas travailler uniquement sur les émissions françaises. Il faut bien prendre en compte tout ce qu'on importe. Et par rapport à ce qu'a dit Benoît, il y a un enjeu important aujourd'hui dont on parle beaucoup, c'est la question de la relocalisation. Bon, avant de relocaliser, il va falloir déjà commencer à arrêter de délocaliser. Et pour le moment, l'actualité nous montre bien qu'on en est encore loin. Mais ce que je voudrais dire et ce que je voudrais qu'on retienne ce soir, c'est qu'il n'y aura pas de relocalisation qui sera possible sans s'attaquer aux règles du commerce. Pourquoi? Parce que les règles du commerce sont ainsi faites qu'elles permettent, qu'elles entraînent, elles donnent un intérêt aux entreprises à aller là où ça va être le moins cher. Donc il y a un vrai enjeu de travailler sur ces échanges. Et le premier point pour illustrer ce propos, c'est en matière agricole, par exemple, où on va interdire certains produits, on va mettre des standards de production assez élevés en Europe, qu'il va falloir encore élever si on veut tenir nos objectifs en matière climatique ou en matière de biodiversité. Mais les standards d'importation ne vont pas être les mêmes. Donc, on a une concurrence déloyale. Ça peut paraître étonnant, mais par exemple, il y a un certain nombre de pesticides qu'on a interdits dans l'Union européenne
qu'on autorise sur les produits importés. C'est le cas de l'atrazine, par exemple. C'est la même chose dans l'élevage. Donc l'élevage, dont on sait que la viande de bœuf est un élément central des augmentations d'émissions de gaz à effet de serre, où il y a un certain nombre de pratiques, comme l'utilisation de farines animales qui sont utilisées dans d'autres pays, au Canada, au Brésil, et dont on autorise les produits importés nourris à partir de farines animales, dopés aux antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance. Je dis bien antibiotiques comme activateurs de croissance et non pas bœuf aux hormones, qui sont deux choses complètement différentes. Et donc, du coup, il y a un enjeu à pouvoir travailler sur ces règles-là. Et le point qui me paraît essentiel, c'est que nous, à la Fondation Nicolas Hulot, on n'est ni sur un protectionnisme qui peut être porté par Marine Le Pen, d'un repli sur soi. On ne pense pas qu'on puisse vivre sur une Europe qui soit complètement fermée sur eux, ni sur le statu quo actuel qui est porté par l'actuelle Commission européenne, qui est un libre-échange à peu près sans règles. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il existe une troisième voie. Cette troisième voie, elle est centrale, donc celle qu'on peut simplifier en disant le juste échange, qui met des règles vraiment sur les importations. Donc en matière agricole, ce serait unifier les standards de production dans l'Union européenne et les standards d'importation. Et c'est la même chose sur l'industrie. On sait qu'il y a un certain nombre de délocalisations qui se font. Alors, il y a la question du coût social qui va rester, mais il y a aussi la question du coût environnemental. Et un certain nombre on utilise l'entrée de certains produits, en fait, qu'on ne pourrait pas produire en France ou dans l'Union européenne parce que ça utilise beaucoup trop de produits chimiques et c'est aussi pour ça que les prix sont si bas. Donc, il va falloir commencer à travailler. Ça va être un long processus. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire en claquant des doigts. Et donc là, on a un outil, c'est la politique commerciale de l'Union européenne. Aujourd'hui, on a une politique commerciale. Si vous parlez avec notamment les services de la Commission européenne, on va vous dire, mais non, l'objectif de la politique commerciale, c'est d'échanger. Nous, notre pari, c'est de dire qu'aujourd'hui, la politique commerciale, c'est un frein à la transition écologique. Je l'ai expliqué sur l'agriculture, c'est la même chose sur l'industrie. Mais demain, ça pourrait devenir un levier, puisque imaginons, en matière agricole, si demain on dit, bah non, vous pouvez arriver sur le marché européen, mais à condition de respecter les standards de production européenne, que chacun commence à devoir respecter les standards des pays sur lesquels on veut exporter pour pouvoir échanger. Alors, on ne va plus avoir une compétition vers le bas comme c'est actuellement. Bah, quel pays autorise les pesticides interdits pour pouvoir exporter dans les pays de ceux où ces pesticides ne peuvent pas être utilisés pour pouvoir baisser les prix, mais à l'inverse, aller vers un cercle vertueux. Aujourd'hui, c'est la proposition qu'on met sur la table. On est assez peu entendu, mais on sent que la situation actuelle, notamment avec la Covid, nous réinterroge là-dessus. Et tant qu'on ne bougera pas ça, on n'arrivera pas à aller à des relocalisations. Et on le voit bien avec ce qui s'est passé cette semaine. On a encore des délocalisations qui reprennent. Et le dernier point, c'est sur l'aspect lié à Peugeot, où même Peugeot délocalise ses centres de recherche en Inde. Donc, on a besoin vraiment de mettre des règles pour se protéger, notamment pour se protéger des produits importés qui sont beaucoup plus nocifs pour le climat que ceux qu'on pourrait produire chez nous. Bien, merci Samuel. Donc, utiliser les accords commerciaux comme levier pour accélérer la transition écologique, si je résume. Yann, est-ce que tu pourrais également réagir? Yann Laurence de l'IDRI. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'aimerais continuer sur la lancée de Samuel Leray sur cette question, parce qu'effectivement, l'idée de souveraineté est une question bien posée. C'est-à-dire qu'il faut bien repartir de l'idée que nous sommes des Européens dans un marché commun. Le fait d'être dans un marché commun, le fait que nous puissions être dans le même marché sans aucune barrière que les Allemands ou les Irlandais, par exemple, suppose par construction que la politique commerciale, la nôtre, est déléguée, c'est vraiment une question de souveraineté là pour le coup, est déléguée à l'Union européenne, à la Commission européenne. On ne peut pas, nous, par exemple, décider d'échanger telle chose ou ne pas vouloir échanger telle chose d'une condition, par exemple, qu'on voudrait imposer pour les Français, qui ne soit pas valable pour les Européens, parce qu'évidemment, comme après, le marché français il est connecté avec les autres marchés européens, il faut que ce qui est valable pour un pays soit valable pour tous les autres. Ça fait que cette politique, la politique dont parle Samuel, elle est fondamentalement déléguée
Alors, bien sûr, avec tout ce que ça représente, une délégation, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que c'est un blanc-seing et qu'on ne s'en occupe pas et qu'on n'est absolument pas responsable, bien sûr. Comme toujours, la politique européenne, elle est le fruit, le résultat de la somme des politiques et des demandes et de la négociation au sein du système européen. Deuxième chose importante à retenir en termes aussi de souveraineté, c'est qu'on ne peut pas ça, c'est une règle du commerce qui me paraît à moi, en revanche, pas très discutable. On ne peut pas demander à nos fournisseurs, aux gens d'où on importe les produits, des choses qu'on ne s'impose pas à nous-mêmes. Sinon, ça s'appelle de la discrimination. Et notamment, on ne peut pas leur demander ça, et on ne peut pas leur demander à machin quelque chose qu'on ne demande pas à bidule. Il faut demander la même chose à tout le monde et s'imposer les règles qu'on impose aux importateurs, se les imposer à nous-mêmes. Ce qui pose une question très, très importante, et ce qui rend difficile la réponse par les accords de commerce, c'est que même, alors eux, ils peuvent un peu déroger, on va pas revenir sur cette question technique, mais globalement, la conditionnalité environnementale qu'on peut intégrer dans les accords commerciaux, elle est contrainte par cette règle qui est qu'on ne peut pas demander à quelque chose qu'on ne s'est pas imposé nous-mêmes. Ce qui renvoie à deux possibilités qu'on peut faire à l'intérieur de cette souveraineté et de cette question de souveraineté. Soit on légifère, c'est-à-dire qu'on s'impose pour nous, Européens, un standard, et à ce moment-là, on peut demander à tous les gens qui veulent nous vendre quelque chose de le respecter, et ce à quoi renvoie, et donc ça c'est le cas en général, mais ce à quoi renvoie Samuel, c'est que souvent, dans nos lois, on légifère sur le contenu des produits, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir tel pesticide dans la chair du poulet ou dans le soja que vous allez importer, machin, etc. Mais en revanche, ça, c'est les règles du commerce, effectivement, qu'il faudrait un jour revoir, et ça, c'est un vrai chantier. On ne dit rien sur la manière dont c'est produit. Donc, si le pesticide en question, interdit en Europe, n'est plus présent dans le produit, c'est-à-dire qu'il est en dessous des limites de détection, à ce moment-là, on n'a rien à dire. Parce qu'on peut pas, sauf cas exceptionnel, on peut rien dire sur la manière dont on produit. Donc, vous voyez, c'est effectivement, je pense, un vrai sujet et un sujet effectivement de répartition des pouvoirs, de souveraineté et d'organisation, quelque part, de la souveraineté générale. Troisième chose que je voudrais vous dire, c'est que pour moi, effectivement, l'intérêt des accords commerciaux, il faut savoir que la politique commerciale de l'Union européenne, en fait, c'est ces accords commerciaux. Il y a un commerce, il y a le commerce, la manière dont on échange et on achète, et puis ce qui change dans ce commerce, au fond, aujourd'hui, depuis le blocage de l'OMC, ce qui change dans le commerce, qui change chaque année éventuellement, c'est ce qui procède des accords commerciaux qu'on peut avoir, qu'on peut signer avec la Corée du Sud, avec le Mexique, et là on en discutait aujourd'hui avec le Mercosur par exemple. Et ce qui devrait être la norme de demain, qui n'a pas été jusqu'à maintenant, c'est que ces accords commerciaux ne soient pas seulement considérés comme des références pour le commerce, mais soient utilisés comme des outils diplomatiques. C'est la seule force diplomatique de l'Union européenne, en fait, c'est son marché. C'est l'accès à son marché, parce que nous sommes nombreux à être relativement riches, même s'il y a des inégalités qu'on connaît. Mais mine de rien, au total, dans le monde, on est un marché important et riche. Et donc, on a ce pouvoir d'accès au marché. Et moi, je plaide beaucoup pour qu'on change de vision de ces accords, qu'on les voit plus seulement comme un moyen de générer de la croissance, quelle qu'elle soit, quelque part, mais qu'on les voit comme un moyen d'échanger des standards et d'essayer d'exporter, si possible, nos standards en utilisant notre pouvoir diplomatique. Mais dernière chose, ce qui est important, évidemment, c'est qu'on ne soit pas des post-coloniaux et que les standards qu'on essaie d'importer, on se les applique à nous-mêmes. Et c'est bien ce qui est difficile. C'est-à-dire que si on commence à dire aux uns et aux autres, attention, si vous voulez nous vendre des choses, il va falloir que vous respectiez tel et tel sujet, par exemple les accords de Paris, eh bien, ça veut dire aussi que nous, dans le même accord, on s'engage à les respecter de la même manière. Et ça, ce n'est pas si facile que ça, parce qu'il n'y a pas que dans les pays du Mercosur, par exemple, que les questions environnementales ne sont pas toujours bien traitées et que le droit environnemental n'est pas forcément bien appliqué. Merci Yann. Donc j'ai bien entendu, disons, les accords commerciaux comme outil. Je ne vais pas dire arme parce que c'est peut-être un petit peu aller au-delà de ce que tu as dit, mais en tout cas comme outil de politique diplomatique, on va dire.
Et puis, j'ai bien entendu aussi ton point qui est, avant de demander aux autres de s'appliquer des choses, il faut qu'on se les applique à nous-mêmes. Et je pense que ça fait une transition parfaite avec Gilles Vermaux-Desroches, donc de Schneider Electric. Gilles, tu voudrais peut-être dire quelques mots sur notamment la façon dont les standards environnementaux sont utilisés ou appliqués en Europe. Et quel impact ça a sur les entreprises? Oui, d'abord merci pour cet échange entre nous tous. Moi, au fond, j'ai une petite attention par rapport aux mots qu'on utilise, et je vais répondre à ta question après, sur le mot délocaliser, relocaliser. Je pense que le mot à utiliser, c'est équilibré. C'est-à-dire, autant il est ridicule d'aller produire à l'autre bout du monde des produits pour les vendre ici. Et je pense qu'un certain nombre d'éléments ont poussé dans un certain nombre d'années précédentes sur le sujet. Et d'ailleurs, avant la crise Covid, il y avait déjà un début de rééquilibrage et de réflexion sur le sujet. On pourra y revenir. Mais la question serait tout aussi ridicule de se dire que sous prétexte que il y a eu ces crises ou qu'on est français, on se met à produire ici pour tout le reste du monde. Je pense que, alors évidemment, je parle dans une entreprise mondiale qui a 160 000 salariés, qui est présente dans 100 pays, et j'ai pas trop de difficulté d'avoir ce propos dans cette réunion particulière ou dans n'importe quelle autre dans le monde, pour une raison précise, c'est que chez Schneider Electric, qui a gardé un appareil productif là où il existait et qui en a construit un peu partout, avec plutôt le privilège d'usines moyennes, il y en a plus de 200 réparties sur tous les continents. L'entreprise est équilibrée entre chaque continent et on produit, pour être rapide, 90% de notre offre dans le continent où on le vend. Il y a un certain nombre de produits liés à des particularités énergétiques où on vend que très peu de produits d'une référence et on les produit tous au même endroit. Donc, je ne suis pas à 100%, mais on peut dire qu'on produit à 90% en Chine pour la Chine, dans l'Amérique du Nord pour l'Amérique du Nord, en Europe pour l'Europe, et puis après, c'est plus complexe pour les pays plus en développement où il y a quelques usines, mais un peu moins. Donc, moi, il me semble que la grande question, c'est équilibrer. La deuxième question, et je reviendrai après à ce sujet, c'est que je suis je suis intéressé aujourd'hui de voir que je parle des très grandes entreprises de la planète et singulièrement à la veille de la Climate Week. Moi, quand je pilote aujourd'hui avec mon président, alors je vais essayer de pas faire aujourd'hui des annonces qu'on fera la semaine prochaine, mais quand je pilote aujourd'hui le développement durable et la politique carbone de Schneider Electric, on a annoncé, je vais partir de celle-là, puis après je vais. Schneider Electric a annoncé que l'entreprise serait neutre en carbone, scope 1, scope 2 en 2025, net zéro émission en 2030, réduction de 35% de l'empreinte amont en 2030 aussi de notre carbone, net zéro en 2050 avec toute notre chaîne d'approvisionnement. Et puis, comme vous le savez, que ce soit dans le social et dans l'environnemental, il y a deux très grandes tendances aujourd'hui dans les enjeux de développement durable. Il y a une tendance qui est de dire le scope 3 amont dont on parle dans l'environnemental, on en parle aussi dans le social. Et je crois qu'il faut lier les deux sujets où les entreprises sont intéressées ou interrogées sur le salaire décent de leurs collaborateurs, des salariés de leurs fournisseurs, sur la question du respect des droits de l'homme, etc. Et puis au fond, en aval, on voit aussi beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui avancent des propos d'engagement pour que produit par produit, on puisse dire qu'il est le plus neutre en carbone, etc. Dans une logique comme celle-là mondiale, l'entreprise n'attend pas la règle qui se fait dans tel ou tel pays, ou etc. Ou il me semble, il y a peut-être des entreprises qui le font. En tous les cas, je témoigne que ce n'est pas le cas pour Schneider Electric. On aura des règles de neutralité carbone dans le monde entier. De fait, elles sont plus simples à assumer en France au regard du mix énergétique français et du niveau de carbone de l'électricité française. Et donc, moi, j'ai envie de dire, pour ce qui est des grandes entreprises, il y a un grand enjeu aujourd'hui d'emmener ses fournisseurs, il y a un enjeu d'être plutôt local et régional, et cet enjeu est poussé par la crise du Covid qui pousse ce côté local, mais qu'on voyait par ailleurs avant dans la nourriture, dans plein de sujets. Et moi, j'ai envie de dire, pour les entreprises françaises, il se trouve que je suis depuis longtemps, et souvent avec toi, Benoît, vous nous avez soutenu et parfois interrogé et beaucoup challengé le pilote d'un truc qui s'appelle le French Business Climate Pledge, dans lequel 100 entreprises françaises
explique comment aujourd'hui les enjeux carbone, c'est un enjeu d'innovation pour l'avenir. Et j'ai envie de dire, de fait, pour les entreprises françaises, où on trouve dans un challenge qui est des plus importants, qui est la construction de la ville de demain, des acteurs liés au bâtiment, à l'énergie, à la gestion de l'eau et des déchets, à la gestion du transport. Et il se trouve que la France est un pays régulateur comme aucun dans le monde. On peut prendre l'exemple du bâtiment avec tous les RT 2000, 2012, prochainement RE 2020. J'ai envie de dire ces contraintes dont historiquement le monde de l'entreprise avait plutôt un regard négatif, lui donne, et je crois qu'il l'a compris depuis la COP 21, après il y aura toujours des moutons noirs et je ne veux pas être interrogé, je n'ai pas l'impression d'en être et il faut évidemment trouver de nouvelles régulations pour ceci. Mais de manière générale, il me semble que ces entreprises ont été poussés par ces régulations à être un peu meilleurs qu'ailleurs dans le monde. Et dans un monde qui avance sur les enjeux sociaux et environnementaux, probablement d'être plus compétitive et plus engagée et plus capable de servir le monde. Probablement que l'enjeu aujourd'hui, c'est aussi de le faire en France pour la France. Et là, pour le coup, j'ai aussi, s'il faut donner des chiffres, Schneider, la France représente bien moins de 10% de notre chiffre d'affaires. Et on y produit bien plus de 10% du matériel de Schneider, où la France est une base arrière singulièrement pour l'Europe. Et donc, voilà, c'est l'histoire de Schneider est en France. Ça n'empêche pas qu'il faut parfois vivre des mutations pour que les vivants, on s'organise pour le futur et on soit à la hauteur de nouveaux produits. Dans des enjeux environnementaux, Schneider, mais je m'arrêterai là, sur le marché, un produit moyenne tension sans SF6. Le SF6, c'est pas rien dans les émissions carbone de l'Europe. Il se trouve qu'on le produira en France pour l'Europe, parce que ça ne se produit pas à tout autre endroit. Donc on voit que les enjeux français sont assez importants et nous poussent à être aussi des acteurs qui, par des régulations, ont peut-être une petite part d'avance par rapport à beaucoup d'autres dans le monde. Et au moment de cette discussion, c'est plutôt positif de se le dire. Merci Gilles. Donc, si je répète sans trop déformer ce que tu as dit, la régulation, finalement, facteur de compétitivité, dans certains cas, sous conditions, etc., pour des entreprises. En tout cas, c'est un point de vue extrêmement intéressant. Alors, j'ai entendu dans la bouche de Yann le mot législation, j'ai entendu régulation dans la bouche de Gilles. Justement, qu'en pense le législateur? On va se tourner vers Roland Lescure. Merci Benoît, bonjour à tous et à toutes. Un petit mot quand même, comme on est la dernière table ronde, je voudrais quand même féliciter Anthony Sellier et toute son équipe parce qu'ils ont fait un travail absolument exceptionnel. Et un petit mot de petite critique pour nous, on est d'entre hommes, il y a eu tellement de femmes qui ont intervenu ces dernières 23 heures et en plus on a Barbara Pompili après nous, donc on peut se permettre une petite discussion entre hommes. En général, quand je suis dans un panel, j'évite, mais là, je pense que on a sur 24 heures globalement un très bel équilibre entre les femmes et les hommes. Je pense qu'on est un peu au cœur du sujet. On était déjà avant pré-Covid et on l'est encore plus post-Covid. Et je trouve intéressant de voir que Schneider Electric, Schneider, est en fait une boîte, moi j'appelle ça une boîte globale. C'est-à-dire c'est à la fois une boîte véritablement, une entreprise véritablement globale, mais qui est capable d'avoir des productions locales pour servir des marchés locaux. Et je pense que ce modèle-là, que ce soit une entreprise française, qui est à la fois française, européenne, asiatique et américaine, mais qui a quand même ses racines en France, on peut en être fier. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, post-Covid, on va se retrouver avec énormément de pression protectionniste, énormément de pression de repli sur soi, et que les murs, quand on les construit, ça marche dans les deux sens. Donc, si on empêche des biens d'entrer chez nous, on va aussi empêcher la France ou l'Europe de s'exporter. Et donc, c'est ce qui rend notre travail compliqué. Je pense que personne autour de cette table ne souhaite mettre des murs autour de la France, mais il y en a d'autres dans le débat public qui le souhaitent. C'est comment on continue à se développer en harmonie avec le monde, en changeant complètement la manière dont on traite les enjeux sociaux, les enjeux sanitaires et les enjeux environnementaux. Alors, je pourrais être d'accord avec 100% de ce qu'a dit Samuel dans son introduction. On sait bien, on a suffisamment eu de débats, lui et moi, sur le CETA et sur d'autres, que le diable est souvent dans les détails sur ces sujets-là. Mais en tout cas, je pense qu'on est d'accord, le modèle européen, c'est un modèle européen qui continue à être ouvert sur le monde, mais qui intègre à fond
les accords de commerce, ça a été dit, comme levier pour peut-être pas exporter notre modèle, j'aime pas trop le côté néocolonialiste et donneur de leçons, mais au moins partager les contraintes environnementales qui sont finalement les nôtres à tous et à toutes, et pour lesquelles on doit être capable de négocier de manière équilibrée avec nos partenaires qui sont parfois des adversaires dans le cadre des négociations. Donc là, j'aurais un petit désaccord avec ce que disait Yann, au moins dans son introduction, sur le fait qu'on a juste délégué la politique commerciale à l'Europe, laissant entendre que finalement, on a perdu notre souveraineté. Moi, je suis convaincu que dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'Europe qui doit négocier pour nous parce qu'on est 300-350 millions, on est le plus grand marché du monde, et donc on a beaucoup plus de leviers pour négocier sur les enjeux sanitaires, environnementaux et de qualité alimentaire, si je puis dire, que si on était tout seul. Et pour ceux qui souhaitent avoir la preuve de ça, demandez aux Anglais. Ils sont sortis de l'Union européenne, ils n'arrivent pas à négocier, ils viennent de négocier un superbe accord avec le Japon qui est en gros l'accord de l'Union européenne en moins bien. Donc il faut vraiment, même si ça complique la chose, il faut qu'on arrive à 27 à se mettre d'accord, c'est toujours plus compliqué qu'à 1, mais garder cette idée selon laquelle c'est l'Europe qui nous représente sur ces sujets-là. Deuxième point, Samuel dit ça serait bien qu'on utilise les traités pour faire du levier. On ne le fait pas encore. En fait, c'est déjà le cas. C'est peut-être pas suffisant pour certains d'entre vous. Mais le CETA, qui n'a pas été signé par nous, d'ailleurs qui a été signé par des gens qui ensuite, quand il est arrivé en ratification à l'Assemblée, ont voté contre. C'est nous qui avons introduit des conditions environnementales dedans. Elles ne sont pas parfaites. Mais le Canada a signé l'accord de Paris, la France, l'Europe, évidemment, a signé l'accord de Paris, et on a introduit des conditions environnementales dans le CETA qui n'existaient pas au moment où elles ont été signées. Mais surtout, je pense que ça a été dit et ça a été vu aujourd'hui, l'élément essentiel, c'est que sur le Mercosur, on n'ira pas. La déforestation, la lutte contre, enfin, l'absence de signature des accords de Paris est pour nous un point de non-retour. Et donc, malgré un accord qui avait été négocié et passé largement avant nous, puisque ça fait 20 ans qu'on négociait, le président était très clair, on n'ira pas. Dernier point, mais très important, je pense, ça a été dit, l'Europe, déjà dans notre assiette, on a des produits qui sont aux standards européens. Donc, il ne faut surtout pas agiter les peurs. D'un point de vue sanitaire aujourd'hui, ce que vous avez dans votre assiette, que ça vienne du Canada ou de la France, c'est sanitairement sain. Le sujet, c'est comment on s'assure, au-delà de ce que disait Yann, de ce qu'il y a dans l'assiette, que dans les modes de production en amont, on a été sur des niveaux de santé, de contraintes environnementales, d'émissions de gaz à effet de serre comparables. Et ça, c'est très difficile parce qu'on ne peut pas aller dire aux Canadiens ce qu'ils doivent faire, aux Brésiliens ce qu'ils doivent faire, ou aux Chinois ce qu'ils doivent faire dans leur production. Donc moi, je crois beaucoup aux enjeux de contribution climatique à la frontière pour mettre les choses au niveau. C'est-à-dire que si on a une industrie qui vient, automobile par exemple, vendre des automobiles en France, mais dont la production a produit beaucoup plus d'effets de réchauffement climatique, on doit pouvoir le compenser par une contribution qui est en fait une taxe qui ne prononce pas son nom, mais qui est finalement une manière de remettre les choses à niveau quand elles entrent en France. Et puis le dernier point, il est plus compliqué, c'est comment on trace les aliments ou les productions agricoles qui sont faites ailleurs pour s'assurer qu'elles sont aux standards de chez nous. Ça suppose de revoir les agences internationales. Moi, je suis convaincu que l'OMC a vécu, que l'OMS a vécu, qu'il faut aussi traiter les risques numériques, cybersécurité, qualité des données au niveau global. On a créé, après la crise de 2008, ce qu'on appelle le Financial Stability Board, le risque financier piloté au niveau global. Il faut qu'on pilote le risque environnemental au niveau global de manière plus efficace, le risque sanitaire de manière plus efficace et le risque de données de manière plus efficace. Là encore, c'est l'Europe qui pourra porter ce sujet. Il faudra sans doute qu'on change de président aux États-Unis, puis ça, on peut peut-être croiser les doigts. Ça arrivera, j'espère, mais ce n'est pas gagné d'ici quelques semaines. Merci. Merci, ça arrivera peut-être dans 4 ans, dans le pire des cas. C'est peut-être ce qu'on peut se dire. Bien, j'ai pas de demande de prise de parole parmi les différents intervenants. Ah si, oula. Alors, si je résume, parce que j'essaye quand même aussi de ramasser, tel un petit poussé des temps modernes, j'essaye de ramasser les miettes de pain qui tombent au fur et à mesure. Là, Roland Lescure a posé, disons, la proposition de la taxe carbone aux frontières ou de la contribution au climat aux frontières. Donc voilà, les uns les autres, qu'en pensez-vous? Et puis peut-être plus largement,
comment on peut faire pour intégrer l'accord de Paris dans les accords commerciaux. Ça, voilà, c'est peut-être la question posée de façon très maladroite. Je suis un béotien du sujet, mais voilà, c'est peut-être des choses sur lesquelles vous voulez réagir, mais avant ça, vous voulez peut-être réagir sur d'autres points. Qui avait la primauté? Allez, les trois. Bon, allez, je vais prendre Yann d'abord. Oui, alors, je voudrais réagir alors, je vais commencer par la dernière interpellation, sur l'accord de Paris dans les accords commerciaux. Effectivement, c'est une question qui est aujourd'hui extrêmement difficile, parce que pour l'instant, le mieux qu'on puisse faire, et ça n'apparaît que dans certains accords, c'est en gros rendre le fait d'être signataire de l'accord de Paris comme une clause qui rend possible le fait de signer un accord avec l'Union européenne. Le problème, c'est que vous pouvez très bien être signataire de l'accord de Paris et ne pas le respecter. D'ailleurs, c'est un problème pour tout le monde. Et donc, c'est une clause qui est, on va dire, c'est déjà ça. C'est par exemple ce qui avait au départ fait que la France avait jugé que l'accord Mercosur pouvait avoir des qualités, c'est qu'il avait permis d'ancrer le Brésil dans l'accord de Paris et l'avait dissuadé d'en sortir. Mais bien entendu, le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. Et comment aller au-delà? C'est très difficile parce qu'en fait, aller au-delà, ça voudrait dire importer dans la rédaction des accords des engagements climat qui soient autre chose que simplement vous allez faire ce que vous avez mis dans l'accord de Paris. Parce que, je vais essayer d'aller vite, le problème, c'est que l'accord de Paris, il n'est pas fait pour ça. Et donc, si vous voulez rentrer dans un contentieux commercial avec un pays parce qu'il n'a pas respecté l'accord de Paris, vous ne pourrez pas. Parce que le système d'accord de Paris, c'est une revoyure tous les 5 ans, c'est des critères, des indicateurs, les contributions nationalement déterminées, etc., qui ne sont pas faites pour un contentieux. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir inventer, c'est peut-être ça le chantier de cette décennie, inventer une manière d'écrire dans les accords, spécifiquement pour chaque accord, en fonction de nos contributions nationalement déterminées et de celles des pays avec qui on fait du commerce, des clauses climatiques précises et techniques. Climatique et biodiversité. Moi, je travaille en partie notamment pour la biodiversité. Dans beaucoup de cas, ça se rejoint, bien sûr. Voilà, ça, c'est ce que je voulais dire pour l'accord de Paris. C'est plutôt une question qu'une réponse. Sur la souveraineté, je voudrais revenir sur l'histoire du commerce souveraineté européenne. Je suis d'accord que, bien sûr, moi, je ne veux surtout pas dire on a perdu la souveraineté, etc. Machin, c'est très bien. Cette délégation européenne nous donne une force considérable. Tout seul, comme vous l'avez dit, Roland Lescure, tout seul, on n'aurait pas du tout le même pouvoir de négociation. Il reste qu'aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, on a une difficulté qui est que la négociation se fait de ce fait-là de manière relativement peu transparente. En partie par construction. Vous ne pouvez pas négocier avec des pays en étant parfaitement transparent. Parce que dans ces cas-là, dans toute négociation, il y a du bluff, des choses qu'on cache, on ne dit pas tout, c'est normal. Donc il y a une partie qui est normale, mais il y a peut-être une partie sur laquelle la transparence et la participation de la société civile, des parlements, non pas à la fin, au moment où on leur demande oui ou non, vous êtes d'accord, mais pendant le processus, pourrait être amélioré. C'est un vieux combat qu'on n'a jamais réussi à gagner jusqu'à maintenant et sur lequel on pourrait travailler à l'améliorer. Enfin, Mercosur, on n'ira pas. Attention, le gouvernement l'a bien écrit aujourd'hui et moi, je trouve ça très bien qu'il écrit comme ça. Il a dit on n'ira pas en l'état. Et pourquoi je dis ça, pourquoi je soulève ça, c'est que dire un non définitif à l'accord Mercosur ne serait pas forcément la meilleure chose possible pour la biodiversité mondiale. Pourquoi? Parce que la négociation de l'accès au marché européen au Mercosur est un énorme pouvoir justement un levier politique à l'égard des pays du Mercosur, pas seulement Brésil, Argentine aussi, Paraguay notamment, etc. Et dire justement, c'est terminé, on ne discute plus avec vous, c'est terminé. Toutes les ONG brésiliennes que je connais m'ont dit, surtout ne faites pas ça. Gardez ouvert la discussion pour que précisément nous puissions continuer à nous tourner vers le gouvernement en disant, regardez, vous arrêtiez de la politique que vous menez aujourd'hui si vous voulez faire un peu plus d'affaires avec l'Union européenne et ouvrir le marché comme le souhaitent les pays du Mercosur aux produits européens, sachant que ce sont des marchés extrêmement fermés aujourd'hui et que le consommateur du Mercosur peut trouver quand même certains intérêts. D'accord, on va avantager les multinationales européennes, etc., d'accord, mais ce n'est pas noir ou blanc, c'est-à-dire qu'un accord comme ça, il peut aussi avoir des avantages pour les gens, pour les consommateurs, pour les acteurs du Mercosur dans ces deux sens-là. Voilà ce que je voulais dire sur ces trois questions.
Ok, merci Yann. Alors j'ai des demandes de prise de parole de tout le monde, de Samuel, de Roland, de Gilles. On va les prendre dans cet ordre. Et puis avant de passer du coup la parole à Samuel, un commentaire sur YouTube que je vous livre en pâture à tous les quatre. En gros, en substance, c'est quand on voit Jair Bolsonaro et Donald Trump et leur politique environnementale, sont-ce des partenaires un peu fiables? Peut-on leur imposer nos règles? Est-ce que c'est des gens avec qui on peut négocier in good faith, comme on dit en bon français? Voilà, donc question ouverte, sentez-vous libre de réagir dessus. Samuel. Oui, alors je voulais revenir sur plusieurs choses, parce que, bon, d'abord, la première chose sur le gouvernement, la majorité actuelle n'a pas changé une ligne du CETA. Le CETA fait 1596 pages, il en fait toujours 1596, et il n'y a pas une ligne qui a été modifiée par le gouvernement, ni en bien, ni en mal. Et ça, c'est quelque chose, tout simplement, parce que ce n'est pas possible de le modifier. Il faudrait que les Canadiens revotent, et il faudrait que les Européens revotent au niveau du Parlement européen et de la Commission européenne. Donc on ne peut pas dire quelque chose comme ça. Le deuxième chose sur le CETA, on avait beaucoup de craintes, et des craintes qui commencent à se révéler les unes après les autres. La dernière en date, ça a été sorti aujourd'hui, donc c'est pour ça que c'est dans l'actualité, c'est la question de la filière bovine. Et on a vu le rapport d'experts, donc pas des ONG, hein, vraiment de la Commission européenne, dit bien que d'un point de vue sanitaire, les Canadiens ne respectent pas les règles qui ont été fixées. Donc la question, c'est maintenant, les parlementaires, notamment Roland Lescure, s'étaient engagés à suivre cet accord. Donc là, on a un gros point d'alerte qui a été mis, que les Canadiens ne respectent pas les règles. Il va falloir voir qu'est-ce qui va être lancé pour que, enfin, sur la viande de bœuf, les Canadiens puissent avancer et respectent notamment, parce que ce que dit, c'est quand même assez inquiétant, c'est que la traçabilité sur le bœuf aux hormones n'est pas opérante. Or, s'il y a un point sur lequel on a toujours été d'accord, c'est que le bœuf aux hormones sur les importations était interdite dans l'accord et par l'Union européenne sur les produits importés. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. Le second point, sur la question comment inclure l'accord de Paris dans les accords de commerce, alors là, je pense qu'il y a une solution très simple, c'est une question d'objectif de politique publique. Aujourd'hui, les accords de commerce peuvent rendre contraignants l'accord de Paris, et notamment les engagements qui sont pris. Moi, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. On a écrit un certain nombre de papiers là-dessus. Et donc, la solution, c'est de lier les NDC, donc les engagements nationaux, à des ouvertures et à des fermetures de marché. Il faut bien savoir qu'un accord de commerce, c'est un contrat. Dans un contrat, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas soumis à des règles à partir du moment où les parties sont d'accord. Juste un point, il a été évoqué la question des négociations. Effectivement, on a des négociations qui ne sont pas du tout transparentes. Nous, en tant que société civile, mais Roland Lescure, en tant que parlementaire, n'a pas accès à toutes les négociations. On a un accord de négociation avec la Chine, par exemple, qui est annoncé pour la fin de l'année. Aujourd'hui, pas l'un d'entre nous autour de cette table ne peut savoir ce qui est écrit dedans. C'est quand même très problématique avec la première puissance du monde commercial, et on sait les enjeux que ça peut avoir, un accord d'investissement avec les Chinois. Donc, il y a vraiment un enjeu là-dessus. Donc, des solutions, il en existe. Sur la question de la taxe carbone aux frontières, nous, c'est quelque chose qu'on pousse. On pense que c'est un bon outil, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga des politiques publiques. C'est-à-dire qu'une taxe carbone aux frontières ne va pas résoudre tous les problèmes. Il va falloir utiliser aussi le prix carbone va être utile. Il va être certainement d'abord que sur 2 produits, donc pas sur la totalité. Mais dans tous les cas, il va falloir utiliser la norme pour interdire l'entrée et la sortie de certains produits. Et tant qu'on n'utilisera pas ça, on n'y arrivera pas. Et le dernier point, parce que c'est un point qui est assez peu dit et qui était pourtant dans le programme du candidat Macron à la présidentielle, c'est la question des marchés publics. Aujourd'hui, on a une règle qui est totalement absurde, parce que dans la politique commerciale, il y a la question des marchés publics. La commande publique, là, on va mettre des milliards sur la table qui va notamment marcher par la commande publique. Aujourd'hui, l'Union européenne est le seul endroit au monde où on ne peut pas mettre de critères de localité. C'est-à-dire que si vous êtes aux États-Unis, vous allez avoir un Buy American Act qui va dire vous devez travailler avec les entreprises américaines. Si vous allez en Chine, alors là, c'est encore pire, vous êtes obligé de faire travailler des Chinois et de travailler avec les entreprises chinoises. En Europe, ce n'est pas le cas. Nous, c'est une proposition et qui était aussi dans le programme d'Emmanuel Macron. C'est dommage que ça n'ait pas été porté européen et qu'on n'ait pas du tout avancé d'une ligne sur ce sujet-là, parce qu'on sait que c'est des négociations qui prennent du temps. C'est d'avoir, nous, ce qu'on appelle un Buy Sustainable Act, c'est-à-dire que dans les marchés publics, on puisse intégrer 2 critères. D'abord, des critères de localité européens, pas forcément besoin français. Justement, c'est là où on peut avoir une différence avec certains, c'est que nous, on pense que l'Europe est le bon niveau. Et ensuite, des critères de durabilité,
dans les marchés publics qui sont aujourd'hui beaucoup trop faibles. Donc, il faut renforcer la directive sur ce sujet-là. Et le dernier point, pour répondre à la personne qui participait sur YouTube, justement, il y a une question, l'Union européenne, il va falloir répondre aux Américains et à Jair Bolsonaro. Et je vous donne un exemple qui, je pense, est assez important. Avec Donald Trump, quand il décide de quitter l'accord de Paris, on s'émeut beaucoup en Europe. Quand Donald Trump décide de mettre des taxes sur certains produits européens, là, il y a une vraie riposte de la part de l'Union européenne et à raison, avec une stratégie de taxes. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'à partir du moment où certains pays décident de quitter l'Union européenne ou vraiment ne respectent pas leurs engagements, comme c'est le cas de Jair Bolsonaro, c'est de commencer à utiliser la politique commerciale pour mettre des sanctions. Sur le Brésil, par exemple, on sait que Jair Bolsonaro est très proche de l'agro-business. Et donc, il faut sanctionner l'agro-business pour faire pression pour que ça fasse bouger. Il y a 2 produits qu'il faut cibler pour le Brésil, c'est la question du soja et de la viande de bœuf. Et donc, il y a des moyens d'action. Encore faut-il se donner les moyens d'agir pour forcer les autres pays, y compris Donald Trump ou Jair Bolsonaro, à changer leur politique interne. Okay, merci Samuel. Donc un Buy Sustainable Act, si j'ai bien suivi, et puis des mesures de rétorsion, je ne sais pas comment il faut le dire, mais en tout cas une sanction peut-être graduée en fonction du degré, disons, de non-compliance avec les standards européens, si j'ai bien suivi. Roland, vous aviez demandé la parole. Merci. Une remarque rapide sur le bœuf. Il faut savoir qu'en 2019, les Canadiens ont exporté en Europe 79 tonnes d'équivalent carcasse, en baisse de 15% par rapport à 2018, qui sont les 2 années dans lesquelles le CETA a déjà mis en œuvre, c'est-à-dire 0,2 grammes par habitant, donc un mini steak. Donc, il faut qu'on en parle, mais il ne faut pas que ça devienne le symbole d'un accord qui, par ailleurs, a énormément bénéficié, notamment à l'industrie française. Le rapport d'aujourd'hui, c'est excellent. Ça prouve que les contrôles fonctionnent. Qu'est-ce qu'il dit le rapport? Parce que je suis sûr que Samuel n'a pas seulement lu l'article du Monde, mais bien le rapport. Le rapport, il dit, sur le bœuf aux hormones, les procédures de contrôle générales au Canada, ça ne va pas. Elles ne sont pas satisfaisantes. Mais en revanche, ils reconnaissent que pour la procédure particulière qui vise à labelliser des abattoirs et des filières pour être en capacité d'exporter en Europe, ils ont mis une procédure particulière qui, elle, fonctionne. En revanche, il y a un sujet sur lequel on est en désaccord, parce que chez nous, ça ne marche pas comme ça. Quand un vétérinaire vient faire un test dans une exploitation en France, c'est un vétérinaire qui est un fonctionnaire. Au Canada, ces vétérinaires sont globalement payés par les éleveurs et ça crée un enjeu de conflit d'intérêts. Donc, il y a un sujet sur lequel vraiment ce rapport nous interpelle et du coup, on se retourne vers le Canada qui doit nous répondre. Ils ont déjà dit, je pense qu'ils vont le faire, mais ça veut dire que les contrôles fonctionnent et ça, c'est très bien. Donc, tant mieux. Sur la transparence, je suis à 2000% d'accord avec Samuel et avec Yann. Le Canada, il a négocié le CETA. Chaque province avait un négociateur provincial. Il y avait des réunions en salle ouverte, il y avait des forums, les parlements provinciaux, qui sont l'équivalent de nos parlements nationaux, s'en saisissaient. Il y avait des allers-retours réguliers. C'est un vrai sujet, ça. Il faut comme le disait Yann, qu'on délègue la politique commerciale en Europe, mais que la négociation se fasse de manière transparente, et c'est insuffisamment le cas. Sur le Mercosur, Yann a raison, ce n'est pas non, pas niette. C'est non dans ces conditions, parce qu'il faut garder la porte ouverte pour garder ce levier à la fois commercial et environnemental et politique. Sur les partenaires, malheureusement, on n'a pas le droit de vote ni aux États-Unis ni au Brésil. Ces gens-là ont quand même été élus démocratiquement. Et il faut savoir qu'avec ou sans traité, on commerce déjà avec eux, énormément. Donc, c'est bien beau de se dire Trump est élu, il sort des accords de Paris, on lui met des sanctions. D'abord, c'est illégal, Samuel, parce que ce n'est pas permis aujourd'hui dans les règles de l'OMC, donc c'est des choses peut-être à discuter. Et je pense qu'une des vertus de l'Europe, c'est de respecter le droit, contrairement, là encore, à Boris Johnson qui vient d'annoncer que finalement, le traité qu'il a signé il y a 1 an, il ne va peut-être pas le voter. Je veux dire, non, notre fierté, c'est on négocie des traités, on les applique. Il faut changer la manière dont on les négocie, il faut être plus transparent, il faut intégrer davantage de climat. Mais s'il vous plaît, soyons peut-être le seul lieu où l'état de droit existe, ce sera notre fierté. Voilà, donc je pense que j'ai traité à peu près tout. Et malheureusement pour notre YouTuber, on a les partenaires qu'on nous impose. Il faut traiter avec eux, être fort, moins naïf que dans le passé,
Mais Trump, Bolsonaro, pour l'instant, on vit avec eux. Merci Roland. Gilles, tu voulais également Oui, intervenir? moi je voudrais dire trois choses. La première, je partage intégralement ce qui est dit sur les chefs d'État dont on a parlé, leur engagement, etc. Mais je pense que les négociations climat sont à la fin d'un exercice. Alors je dis ça juste avant notre ministre, alors, je ne sais pas très bien comment, si elle nous entend, elle va réagir. Je pense qu'il est urgent de faire des négociations. Et d'ailleurs, le One Planet Summit peut être une vision de ce sujet-là, multipartenariale, dans lequel on n'est pas que dans une discussion entre États, d'ailleurs, que ce soit avec Samuel ou avec d'autres, des ONG, les entreprises et d'autres acteurs au COP ou ailleurs. On est de plus en plus accueillis, certes dans le bâtiment d'à côté, et on est content de l'être, mais pas beaucoup dans cette discussion avec les États. Pourquoi je dis ça? Parce que sans faire cocorico pour Schneider et sans apporter une voix dissonante sur les États-Unis, si vous allez sur Internet, vous tapez Schneider Walmart, et vous verrez que Schneider et Walmart, cette semaine, ont signé un accord dans lequel Schneider va accompagner Walmart pour réduire 1 gigatonne d'ici 2030 d'émissions carbone dans 2300 fournisseurs de Walmart. Et de la même manière que Schneider vient de finir l'installation d'un mini-grid complètement autonome et complètement renouvelable pour l'aéroport de JFK. Il ne faut pas oublier que la plupart des pays du monde ne sont pas organisés comme la France. Je ne dis pas que le président n'a pas de valeur, il a beaucoup de poids dans la négociation internationale, dans les enjeux géopolitiques entre les pays, mais force est de constater, et je le dis avec joie pour l'activité américaine de Schneider Electric, que les plus belles références de réduction de consommation énergétique aujourd'hui se font avec des grands acteurs américains. Ils ne sont pas tous vertueux, un certain nombre le sont, et donc sans vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain, quand des grands acteurs comme ça se mobilisent, Walmart vient de décider d'être à moins 50% d'énergie, de consommation énergétique non renouvelable avant 2025. Il y a des choses qui se passent, même si les chefs d'État donnent l'impression d'être différents. Il ne faut pas oublier que qu'on soit en Allemagne, qu'on soit en Italie, qu'on soit aux États-Unis ou ailleurs, il y a des fonctionnements de la Californie d'un côté, du land quelque chose de l'autre côté, qui ne sont pas tout à fait dans la ligne du président. Et c'est plutôt une bonne nouvelle dans le cas présent qu'on se dit là. Premier point. Puis deuxième point, c'est trop tard pour jeter un pavé dans la mare, mais je dis attention à tous nos propos, que l'Europe, fière de tout ce qu'elle a aujourd'hui, fière des engagements des pays, d'être un peu exemplaire et probablement le seul continent qui l'est, même s'il y a encore beaucoup à faire pour accélérer au regard de l'accord de Paris, n'en profite pas pour être protectionniste. Pour une raison très précise. Alors j'ai écrit un bouquin là-dessus, ça s'appelle Le printemps des millennials. Il n'existe pas d'innovation qui disturbe le monde qui naisse dans la tête de quelqu'un qui a plus de 30 ans. Vous pouvez prendre toutes les innovations depuis le début de l'ère industrielle. Celui qui l'a créé avait moins de 30-35 ans. Il n'y a pas d'autre sujet. On a une jeunesse fabuleuse en Europe et beaucoup de créateurs. Mais on a une jeunesse nombreuse et formée partout ailleurs dans le monde. Et probablement que le 21e siècle sera le siècle où on arrivera à sauver le climat, la biodiversité et le développement. En tous les cas, on y est tous ici engagés. Mais probablement que les innovations joueront plus de jeu, de rôle pour un monde meilleur que simplement l'efficience dans les techniques qu'on a aujourd'hui. Donc attention, dans les techniques d'aujourd'hui, l'Europe, la France, on est tout au-dessus, on a un très beau drapeau, on a fait beaucoup de choses que les autres n'ont pas fait. Ça nous donne quelques avantages, il faut s'en enrichir. Mais attention, quand on parle des innovations, quand on regarde les dernières innovations, ceux qui étudient ce qui se fait en Inde, ce qui se fait en Chine, etc., je pense qu'on ne doit pas être l'ennemi du futur et que dans ces règles de globalisation, mondialisation, qui ne s'arrêtera pas aujourd'hui, mais dans lequel l'effort de régionalisation est clé, singulièrement pour réduire ses émissions carbone et aussi pour avoir un monde plus équilibré. Il ne faut pas oublier qu'une trop grosse dose de protectionnisme, comme parfois un certain nombre de propos l'appelleraient, pourrait nous amener à très court terme, face à des innovations, peut-être bien à la traîne, et je pense que ce sujet-là, des compétences, de l'innovation, de comment on construit un monde où on ne fait pas seulement mieux avec la manière de consommer aujourd'hui, mais on consomme, on vit différemment, être attentif à tous ces pays où il y a beaucoup de jeunes, et maintenant formés, ça n'est pas rien.
Merci Gilles. Il n'est jamais trop tard pour jeter un pavé dans la mare de toute façon. On a 5 minutes avant la clôture de l'événement, donc je vais vous demander de faire vos dernières interventions. Yann avait demandé la parole, Samuel également, et puis du coup, si Yann et Samuel parlent, on laissera également Roland et Gilles dire un dernier mot et essayer, si tu le souhaites, et essayer d'être concis collectivement. Oui, très rapidement, je voulais revenir sur la question qui a été posée par l'auditeur sur est-ce qu'on peut négocier avec Trump et Bolsonaro avec des gens est-ce qu'ils sont de bonne foi? C'est une question clé, vous avez raison, parce qu'en fait, les accords commerciaux aujourd'hui sont rédigés d'une manière qui fonctionne entre des gens de bonne foi. Et qu'est-ce qui fait qu'on est de bonne foi? Ce n'est pas la qualité humaine des gens, de nos dirigeants, etc. C'est les contre-pouvoirs. Ce sont les contre-pouvoirs d'une société qui existe. Et donc, ce qui fait aujourd'hui quelque part la bonne foi européenne et ce qui pose question et des doutes sur la bonne foi du président Bolsonaro, c'est la manière dont la société civile peut s'emparer des différents sujets et du coup rendre vivant ce qu'on a écrit dans les accords. Et donc ça renvoie, c'est aussi une question de souveraineté, hein, ça renvoie à mon avis au seul sujet sur lequel on peut non pas donner des leçons, mais se demander des comptes les uns aux autres, c'est la qualité entre démocraties, la qualité du fonctionnement de nos systèmes démocratiques, qui sont les garants du fait que ce qu'on écrit dans les traités sera appliqué de bonne foi parce qu'on a des gens qui vont regarder de près. Ok, merci Yann, très clair. Samuel? Non, mais peut-être pour réagir sur la question du respect du droit international, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un État, que ce soit les États-Unis ou que ce soit le Jair Bolsonaro, qui respecte ses engagements climatiques. Et ce que je pointais du doigt et ce que j'appelle comme un changement, c'est-à-dire que quand on ne respecte pas ses engagements climatiques, il n'y a pas de sanctions. Quand on ne respecte pas ses engagements commerciaux, donc par exemple qu'on taxe des produits, là, il y a une réplique commerciale. Donc tant qu'on ne changera pas d'état d'esprit en disant non, la priorité et la priorité de notre diplomatie, de nos diplomaties commerciales, de nos diplomaties économiques, c'est de permettre le respect des engagements pris de l'accord de Paris, dans lequel on est très loin de ce qu'il faudrait faire. Et là, on parle de climat, mais on pourrait dire la même chose sur les engagements en matière de biodiversité. On n'y arrivera pas. Et à chaque fois, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut rester ouvert. Oui, moi, je pense qu'il faut rester ouvert. Mais si on ne change pas les règles et si on ne met pas des sanctions, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est ça sur quoi je voudrais terminer, c'est qu'on ne peut pas continuer comme c'est actuellement. Et les accords de libre-échange, comme ils sont pensés actuellement, sont une continuité et une accélération. Là, très bien, pour une fois, sur le Mercosur, on a la France qui a pris des positions un peu fortes. On verra si elle va les tenir sur le long terme. Elle va notamment les tenir si Jair Bolsonaro part du pouvoir, parce que ce qui est bien dit dans le rapport, c'est que c'est le contenu de l'accord qui va accélérer la crise environnementale et non pas le fait que ce soit Jair Bolsonaro qui dirige le Brésil. C'est-à-dire que demain, vous avez un autre gouvernement brésilien, la viande brésilienne, la viande sud-américaine sera toujours 4 fois plus émettrice de gaz à effet de serre que la viande européenne. Ça ne changera pas. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus de pouvoir adapter notre politique diplomatique dans laquelle il y a la politique commerciale aux nouveaux enjeux, aux enjeux du 21e siècle. Et la protection de l'environnement doit être la priorité. Merci Samuel. Gilles, est-ce que tu souhaitais encore réagir? Et après, on passera la parole à Roland, qui fera la dernière intervention de fond. Non, j'ai compris quand tu disais qu'on parlait trop longtemps, je me sentais particulièrement visé, donc je laisse à Roland. C'était pas le sens de mon propos, mais bon, allez. Non, mais, très vite. Bon, d'abord, moi, j'apprécie énormément ces débats parce qu'on peut parler sur des faits entre gens raisonnables et malheureusement, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, c'est souvent extrêmement violent. Et entre nous, parfois, à l'Assemblée aussi. Donc, le fait d'avoir du temps pour échanger, merci. Malheureusement, Samuel, j'ai peur que le climat soit plus compliqué que les subventions à l'exportation. C'est-à-dire que moi, j'adorerais qu'on puisse s'engager sur des engagements concrets année après année, qu'on puisse les mesurer, qu'on puisse sanctionner. Mais c'est beaucoup plus compliqué sur la biodiversité et sur le climat. On peut se donner des objectifs de moyens, mais on sait bien que les mesures, on les mesure après les coups. En 2020, les émissions de CO2 vont baisser à peu près partout dans le monde. Les efforts de réduction de l'émission des gaz à effet de serre, ils ne sont pas pour grand-chose.
Est-ce que pour autant, il faudrait dire on lève les sanctions si on en avait eu parce que d'un seul coup, les émissions de CO2 ont baissé, elles vont monter l'année prochaine parce qu'on va réouvrir l'économie. Donc, c'est très complexe. Donc, moi, je pense qu'il faut travailler dessus. Il faut réfléchir à la fois à la rédaction des traités, des politiques commerciales, mais surtout à l'organisation des instances internationales. Moi, je crois beaucoup à une agence du risque environnemental. Le GIEC est utile, mais c'est un groupe d'experts. Donc, une agence du risque environnemental, une agence du risque financier, une agence du risque sanitaire, une agence de risque numérique. Et ça, c'est pour les 10 ans qui viennent, comme disait Yann tout à l'heure. C'est pas pour l'année prochaine, mais je sais que le temps fuit. Mais je pense qu'on a du travail parce que malheureusement, cette chose est plus complexe que vous faites des subventions à Boeing, je vous mets une sanction. Ça, c'est simple, un peu bête, mais simple. Bon, ben, ça sera le mot de la fin. Tempus fugit également chez nous, puisqu'on doit rendre l'antenne. On pourrait continuer à débattre, je pense, pendant des heures, et honnêtement, c'est passionnant, mais c'est la fin de la 24e heure. Et je tiens d'abord à vous remercier pour le débat riche, poli, courtois, mais avec du fond. Et puis, avant de repasser la parole à Anthony Sellier, je pense qu'on peut collectivement le remercier pour l'organisation et pour l'idée qu'il a eue d'organiser ces 24 heures. Merci beaucoup et Anthony, à vous.